J'ai été conçu par un monsieur qui n'était pas le mari de ma mère. J'ai appris que j'étais un bâtard à l'âge de 37 ans. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais née d'une union doublement adultérine. Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des enfants nés d'amours interdits. Mal considérés et pourtant innocents, ils tentent de se construire une identité. On nous a toujours appelés les enfants de la honte. Ce qui est dur d'accepter, c'est que on ne me reconnaisse pas dans ma famille. Je lui ai demandé, mais alors pourquoi tu m'as eu à ce moment-là? Oh mon petit, si tu savais comme c'est agréable d'être enceinte de l'homme que l'on aime. Qu'est-ce que votre statut, pardonnez-moi le mot madame, mais de bâtarde, comme on disait à l'époque, a eu comme conséquence sur le comportement de vos parents? Le rejet. Je suis désolé que l'avortement n'ait pas existé à cette époque-là. J'aurais préféré qu'elle m'abandonne. Et si aujourd'hui, on me demandait ce que j'attends de tout ça, c'est que ça s'arrête. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Toutes les Histoires. Merci d'accueillir nos invités, c'est gentil. Nous allons parler aujourd'hui de grands tabous, d'unions interdites. Il y a des amours que la société refuse, des unions entre deux personnes qui s'aiment, que la morale réprouve ou que la loi interdit. Mais parfois, ces histoires d'amour se moquent des conventions et donnent naissance à des belles romances et à de beaux petits bébés. Ces enfants ne sont pas seulement les enfants de l'amour. Ils vivent la honte de leur filiation, on les montre du doigt. Ils sentent le soufre, l'opprobre, enfants adultérins, enfants de Bosch, comme on disait après la guerre. Enfants consanguins, tous ont grandi avec le poids du secret. Tous se sont construits tant bien que mal avec les regards réprobateurs. Comment grandir quand on est l'enfant? On n'a pas choisi d'un amour interdit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission. Et pour commencer, nous allons poser une première question. Ce sera la première partie de notre émission. Quelle enfance a-t-on lorsqu'on est le fruit d'une histoire que les autres jugent taboue? Peut-on grandir dans le mensonge ou dans le déni sans en souffrir? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec votre histoire. Josiane, que je demande d'accueillir, qui est avec nous. Bonjour. Bienvenue parmi nous, Josiane. Vous êtes née pendant la guerre d'une relation entre une Française et un soldat allemand, ce qu'on appelait communément une enfant de Bosch. Vous avez entendu ça à partir de quel âge, vous? 7 ans, dans la cour de l'école, une petite camarade qui m'a appelée fille de Bosch. Bon, alors, naturellement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, elle non plus, certainement d'ailleurs. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à ma mère. Ce n'est pas ma mère qui m'a répondu, c'est ma grand-mère. Elle m'a expliqué que mon père était un soldat allemand, qu'il était parti sur le front russe à ma naissance. Et elle a ajouté, surtout n'en parle pas devant ta mère. Alors donc à partir de là, bon, je savais... C'est dur ça pour une petite fille de voir qu'il y a quelque chose d'aussi tabou avec sa maman. Ben, c'est-à-dire que depuis mon plus jeune âge, j'avais quand même cette sensation d'être différente parce que mes autres camarades avaient un père, j'en avais pas. Puis il y avait aussi ce silence autour de cette absence. Alors bon, après quand j'ai appris que mon père était allemand, voilà, on m'en voulait d'être la fille d'un Allemand, mais je ne savais pas pourquoi. Parce que... Vous aviez 3 ans à la fin de la guerre, donc est-ce que vous saviez, vous, des Allemands à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est l'Union européenne. Mais rien du tout. Je ne savais rien de la guerre. À 7 ans, on est encore presque un bébé. C'était l'histoire des grands. Et donc, Cette histoire d'être l'enfant de la honte, on va en parler. Julie, ça résonne en vous? Ben ouais, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, c'est pas la même histoire, mais... Le fait d'être différent de tout le monde et de ne pas avoir eu de père, ça c'est pareil quoi. Différente, on verra comment dans un instant. On va d'abord débuter avec l'histoire de madame. Nous sommes retournés avec vous dans ce petit village de votre enfance. Petit village, dans quelle région? Dans la Somme. Là où tout le monde se connaissait, où il était impossible de vous noyer dans la masse, comme dans une grande ville. Vous étiez l'enfant de Bosch. Impossible pour vous de vous défaire de cette étiquette. Ma mère ne me parlait jamais de mon père, c'était le sujet tabou, hein. Il fallait certainement pas en parler. Mais je ressentais vraiment ce vide au fond de moi et j'avais très tôt ce sentiment d'être différente des autres parce que mes petits camarades de classe avaient un père et moi j'en avais pas. Josiane est née en 1942 de l'amour d'un soldat allemand et d'une femme française, une union jugée honteuse en pleine guerre. Aujourd'hui, elle retourne dans le village de son enfance après 55 ans d'absence. Là, je suis en train de marcher justement sur les traces de mon père, puisque bon, il a descendu certainement de nombreuses fois cette rue pour venir voir ma mère. Et
C'est beaucoup d'émotions de penser à ça, même si ça remonte à plus de 60 ans. Ça a été vraiment une véritable histoire d'amour. Et donc ça a dû être quelque chose de très fort. Parce que je pense que ma mère a aimé mon père jusqu'au dernier jour. Alors ici, c'est la cour et le préau, où pour la première fois, on m'appelait fille de Bosch. Voilà. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça avait été dit d'une façon tellement cinglante que 55 ans après, je ressens encore l'effet de ces paroles. Je me rends compte que ce rejet, cette solitude, à un moment, m'a bloquée. Lorsque Josiane retrouve ses amis d'enfance pour évoquer le passé, tous se souviennent qu'elle était montrée du doigt dans le village. Je pense que c'était plutôt les grands dans la classe. Moi, j'étais plus jeune que Josiane, déjà. Moi, j'avais 9 ans, 8 ans même. Les plus grands avaient 14-15 ans. Peut-être qu'ils entendaient parler chez eux, ils pouvaient répéter. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Avec les brimades, on sait qu'un gosse, c'est méchant. C'est les autres qui rendaient ça difficile, par leur jugement, par leur condamnation, parce que ça a été des amours condamnés. J'en voulais à ma mère de me laisser supporter seule le regard des autres, le jugement des autres. Mais son histoire d'amour avec mon père, je trouvais que c'était quelque chose de très beau, de s'être aimé plutôt que de faire la guerre. C'est un amour qui dépassait largement les idéologies de l'époque. C'était un soldat et ça ne veut pas dire forcément, loin de là, un nazi. Non, je le précise pour les jeunes générations qui ne sont pas avec nous. Justement, parce que des milliers d'hommes et de femmes se sont rencontrés, aimés dans un climat de conflit, de haine, d'atrocité. 200 000 enfants sont nés des unions entre les Allemands et les Français. 200 000 Oui, 200 000. Et donc, au lieu de voir là comment dirais-je, un signe d'espoir et de paix. Ou d'humanité même. Hein. Oui, on les a jugés et condamnés. C'est monstrueux, quoi. Il y avait la haine, quoi. Voilà. Alors, de ressentir cette haine, j'étais complètement déstabilisée. Votre mère avait été tondue à la Libération ? Non, justement, parce que ma mère avait un frère dans la Résistance, qui a usé de sa notoriété dans le réseau et il a évité à ma mère l'humiliation. Pourtant, ils étaient ennemis jurés, mais malgré tout... Rien à voir avec votre famille, madame. Enfin, je veux dire, les fils de nazis, ce n'est pas le cas ne sont pas forcément des nazis. Les fils de résistants ne sont pas forcément des anges non plus. Il faut le dire aussi, les générations font en sorte que la génétique ne descend pas en droit direct. Lorsque vous avez eu 10 ans, votre maman s'est mariée avec un autre Allemand. Jusqu'à présent, elle ne vous avait rien dit en fait de ce qui s'était passé sur votre propre papa. Qu'est-ce que ça présentait pour vous à l'époque de voir un autre Allemand et comment les gens du village ont réagi ? Comment les gens du village ont réagi ? C'est-à-dire que quand ma mère s'est mariée, on a changé de domicile, on a changé de lieu de résidence. Et c'était déjà plus la même chose parce qu'on n'était plus dans ce village où ma mère... avait fauté. Voilà, ça... C'est un mot qui me hérisse. Mais ce sont des guillemets, hein, c'est du verbatim. Oui, mais de toute façon, on nous a toujours appelés les enfants de la honte. Alors, comment voulez-vous que... Pardon, madame, si je vous ai froissé, je suis désolé. Oh non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Mais les enfants de la honte, justement, comment voulez-vous qu'une personne se construise sereinement quand on lui a mis cette étiquette à la naissance, enfant de la honte, mais c'est monstrueux. Je veux dire, engendré dans la honte. Et on parle de tard aussi, c'est terrible. Je me tourne vers Marie-Odile Merniac qui est avec nous. Une question. Vous êtes historienne, vous avez écrit le livre Bébé d'hier, paru aux archives et culture. Il y a 200 000 personnes de l'âge de madame qui sont franco-allemands aujourd'hui, c'est 200 000 ? Oui, c'est énorme. Combien sont connus et recensés véritablement ? Et combien sont inconnus ?
Il y a ceux qui le disent, osent le dire, et je crois que plus le temps passe, plus on peut oser en parler. Alors, il y a quelque chose de parlant. Je vais raconter une histoire d'une plaque. Dans Paris, il y avait une plaque qui avait été posée dans une rue juste après-guerre et qui indiquait ici 5 résistants ont été assassinés par les Boches. Les Boches. Oui. En 1960, la plaque a été changée et on a mis 5 résistants ont été assassinés par des Allemands. Et quand il y a eu le rapprochement et des manifestations communes Kohl-Mitterrand, la plaque a à nouveau été changée et ici 5 résistants ont été tués par l'ennemi. Par l'ennemi. Voilà. Donc il y a les choses qui s'adoucissent, le regard qui s'adoucit. Après-guerre, tout ne peut être que noir ou blanc. La guerre est une telle violence que le gris n'existe pas, les histoires d'amour ne sont pas admises. C'est tout noir ou tout blanc. Et ensuite, le temps passe. Non, mais je pense que les choses peuvent s'oublier et qu'en tout cas, le regard des nouvelles générations est totalement différent. Vous êtes encore à vif, allez-y. Oui, parce que... Vous parliez de la réconciliation franco-allemande, l'amitié, l'amitié, les grandes tapes dans le dos, etc. Alors moi, ça, pour moi, c'est une utopie. Hein. C'est la main dans la main, c'est Kohl Mitterrand, oui, mais c'est bon, image. Voilà, exactement. Mais enfin, bon, c'est une image. Parce que... Vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose contre les Allemands ? Politiquement parlant, c'est pas pour rien qu'on nous a laissés dans l'ombre pendant 60 ans. Jamais on a été reconnu publiquement. Jamais. C'est en 2002 seulement qu'il y a eu pour la première fois un reportage sur le sujet. Pendant la guerre, je dirais que l'amour continue. Est-ce que c'est forcément quelque chose de choquant ? On va poser la question à Laurence. Vous avez été conçue pendant la guerre, vous aussi, pas la Deuxième Guerre mondiale, celle d'Indochine. Votre papa était militaire de carrière, il était parti un peu plus de 3 ans sur le front, se battre à Dien Bien Phu et tout ça. Et puis à son retour, il a découvert un bébé de plus dans la famille. Ça, c'est pas mon papa. Qui n'était pas votre papa, pardon, qui était celui dont vous portiez le nom. Je porte le nom légalement, oui. Vous avez 17 mois à l'époque, c'était vous donc, et vous aviez été conçue en son absence. Qu'est-ce que votre statut, pardonnez-moi le mot madame, mais de bâtarde, comme on disait à l'époque, a eu comme conséquence sur le comportement de vos parents, de votre père, de celui dont vous portez le nom, et de votre mère ? Le rejet. Le rejet. Comme si vous étiez qui ? Comme si vous n'étiez pas leur fille ? Comme je l'ai dit, le cheveu sur la soupe. J'étais la preuve de l'erreur, de la faute. On revient toujours à la faute. J'étais la preuve que sa femme l'avait trompé. Il aurait pu se retourner contre sa femme, je ne dis pas physiquement. Oui, il aurait pu. Et elle aurait pu aussi profiter de son absence pour comme je l'ai dit souvent, accoucher sous X. Pour ne pas... avoir à vous faire subir tout ça ? Voilà. Parce que moi, je l'ai supporté. Pourquoi vous a-t-elle gardé dans le sérail familial ? Vous avez des frères et sœurs ? Oui. Elle a eu 2 enfants de son mari avant moi et elle a eu 2 enfants de son mari après moi. Quand votre père se déchaînait sur vous ? Elle faisait rien. De manière terrible, hein ? Des coups de ceinture, côté boucle, il vous arrivait de vous retrouver en sang ? Hospitalisée, oui. C'était devant elle ? Je ne m'en souviens pas trop. Comment elle vous protégeait ? Quelquefois, oui. Non, protégée, non. Non, parce qu'au bout d'un certain nombre de mois, d'années, elle a elle aussi eu des actes violents sur moi. Pourquoi, à votre avis ? Moi, je pense que c'était pour se dédouaner. Auprès de lui, pas de moi, mais de lui. Donc vous n'étiez personne, c'était juste voilà. Un objet, quoi. Pourtant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle m'apprécie, pour qu'elle m'aime, pour que lui me laisse tranquille aussi. Pas très mot de bâtard, vous l'avez entendu, bâtarde ? Lui m'appelait comme ça toute petite. Enfin, du jour où j'ai cru comprendre les mots, il m'appelait comme ça toute petite. Et moi, j'ai découvert ce que c'était beaucoup plus tard. À quel âge vous avez compris le sens de ce mot ? 8 ans. Comment vous avez fait pour le... Alors, c'était mon grand-père qui avait une chienne de race, qui était partie faire des bêtises. Et mon grand-père a dit comme ça, « Ah, tiens, elle nous a ramené des bâtards. » Et moi, ça fait tilt. J'ai été prendre le dictionnaire et j'ai regardé ce que c'était dans le dictionnaire. Voilà. Et comment vous avez réagi du haut de vos 8 ans ? Moi, je me suis assimilée à la chienne, au petit de la chienne. Petit qui était différent de leur maman chienne, voilà.
En fait, de tout temps, des hommes et des femmes ont eu des enfants hors mariage. Il n'y a pas seulement eu pendant les périodes de guerre. On estime aujourd'hui qu'un enfant sur 10 ne porte pas le nom de son père biologique. Un enfant sur 10, on est une bonne centaine ici. Ça veut dire que 10 personnes ici, peut-être moi, hein, peut-être vous, je ne souhaite pas à papa, excuse-moi, ne porte pas le nom de son père biologique. Regardez ce reportage. J'ai été conçu par un monsieur qui n'était pas le mari de ma mère. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais née d'une union doublement adultérine. J'ai appris que j'étais un bâtard à l'âge de 37 ans, en allant poser la question à la femme qui m'a mis au monde. Je sais que je suis née d'une histoire d'amour parce que ma mère me l'a dit. Elle m'a même dit qu'un amour tel qu'elle l'a vécu ne devrait pas être permis, tellement ça a été difficile pour elle de ne pas vivre avec l'homme qu'elle aimait tellement. Mon père était journaliste, ma mère était médecin. Et à l'école, les enfants, je ne sais pas comment on apprend, on parle entre gamines. Mes parents n'étaient pas mariés. Arrivé vers 14-15 ans, c'était dramatique parce que je me sentais coupable d'exister du coup. Le fait d'être un enfant né hors du cadre du mariage n'est facile à vivre que pour les toutes jeunes générations. Pour les générations précédentes, on ne concevait encore l'enfant que dans le cadre d'un mariage. Ce qui est dur d'accepter, c'est que on ne me reconnaisse pas dans ma famille. Mes frères, mes sœurs m'ont exclu, tout le monde m'a exclu, tout le monde m'a rejeté. Et c'est ça le plus dur. Je lui ai demandé, mais alors pourquoi tu m'as eu à ce moment-là? Oh, mon petit, si tu savais comme c'est agréable d'être enceinte de l'homme que l'on aime. Je trouve que c'est des gens égoïstes, en fait. Faire des enfants comme ça pour son plaisir, ça, c'est irresponsable comme truc, non? Je suis désolé que l'avortement n'ait pas existé à cette époque-là. Et si aujourd'hui, on me demandait ce que j'attends de tout ça, c'est que ça s'arrête. J'ai entendu beaucoup trop de fois que j'avais gâché la vie de ma mère. J'ai essayé de m'en remettre, mais ce sont mes enfants, en fait, qui ont subi les conséquences, parce qu'à plusieurs reprises, je sais, ce n'est pas une impression, je sais que je les ai sacrifiés pour me faire aimer de cette mère. Et ça n'a jamais marché. Longtemps condamnés et jugés par la société, les enfants adultérins ont pour la plupart souffert de leur statut. La France a d'ailleurs attendu 2002 pour leur accorder les mêmes droits qu'aux autres enfants. La France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir privé un enfant adultérin de la moitié de son héritage. À la succession de ma mère, un enfant adultérin n'avait droit qu'à un quart d'héritage et mon demi-frère avait droit aux 3/4 de l'héritage. Et à partir de là, sur les conseils de mon avocat, on a décidé d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, j'ai gagné, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'était une question de dignité. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence dans la naissance de tous les enfants. Qu'ils soient sous le mariage, adultérins, naturels, ils ont tous les mêmes droits, et des droits égaux. Non, moi je crois pas. Je me souviens, enfin, quand ma mère est morte, j'ai fait carrément un renoncement de succession. Vous voyez à quel point j'en étais. Vous ne vouliez pas? Vous ne vouliez pas hériter de ça? Passif, actif, j'ai renoncé à tout. Elle m'a rejetée complètement, donc comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'elle me fasse naître sous X, enfin qu'elle accouche sous X et que je sois adoptée par quelqu'un. Elle m'a privée d'amour, en fait. Qui peut comprendre ça? J'aurais préféré que ma mère m'abandonne. Moi, je peux le comprendre, mais peut-être pas sous X, parce que sous X, ça veut dire que vous n'auriez eu accès à aucune histoire. Information, Ouais. mais là, ça rejoint votre histoire à vous. Mais vous pouvez comprendre ce que dit madame quand elle dit j'aurais préféré qu'on m'abandonne? Complètement. Oui, parce Pourquoi? Parce que je pense que des fois c'est préférable, quand le milieu, le contexte ne le permet pas, je pense que c'est souhaitable pour l'enfant qu'il puisse s'épanouir dans un milieu... S'épanouir tout court, quoi. Oui, parce que moi, jusqu'à l'âge de 17 ans, ils m'ont maltraitée. Elle avait honte de vous, en tout cas. Oui, parce qu'à 17 ans, elle m'a fait émanciper. Je me suis retrouvée à 17 ans, le 26 juin 1970 exactement, à la rue, avec mon sac. Elle avait ça dans sa main, elle avait l'acte du juge des tutelles de mon émancipation. Elle me l'a tendu, elle avait un sac au pied. Elle s'est tournée, elle m'a donné juste 50 francs. À l'époque, en 70, c'était une petite somme quand même.
Elle m'a rien dit, elle s'est tournée, elle est repartie faire. Ça représentait 50 € de l'époque, 50 € d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas combien ça faisait, non, un peu plus, oui. Elle est repartie faire ce qu'elle faisait et moi je suis partie. Je me suis retrouvée à la rue à 17 ans. Oui, bah avec 50 €, franchement. 50 francs. Non, mais bon, en équivalence. À peu près, on va pas chipoter, mais franchement, c'est pas une grosse somme. Non, c'était pas une grosse somme. C'était une bonne nouvelle pour vous? La surprise, surtout, parce qu'ils ont fait tout ça dans mon dos. J'étais abasourdie le jour où ce papier, je m'attendais pas à ça. Jamais. Bon, elle m'aimait pas, il m'aimait pas, mais de là à me retrouver à la rue. Vous avez l'impression néanmoins d'avoir été une enfant de l'amour? Non. Une enfant du quoi alors? D'une aventure? Peut-être qu'elle a peut-être eu une histoire d'amour, c'est possible. Mais vu l'attitude après, on peut se poser des questions. Et je m'en pose, moi, ça fait des années que je me pose des questions. Sébastien, vous êtes un enfant de l'amour, votre maman était mineure quand elle vous a eu avec un homme noir, ce qui fait que vous êtes un métis aujourd'hui avec un Africain, un Malien, si j'ai bien compris? Oui, d'origine malienne. Oui, d'origine malienne. Je ne suis pas certain parce que je l'ai découvert il y a 2 ans, donc ça reste... Je n'ai pas fait de test ADN. D'accord, ça reste une supposition. Voilà, ça reste une supposition. Vous avez l'impression d'avoir été un enfant de l'amour? Complètement. Ce qui d'ailleurs était rassurant pour moi, puisque dans mon dossier on parlait de violence. C'est quelque chose qui m'a un petit peu... Votre dossier de la DAS? Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est ce qui m'a poussé notamment à faire des recherches pour essayer de comprendre... C'est des experts, vous. À l'enquête, on va en parler dans un instant, mais alors vous y avez été petit à petit, les jumelles sur le parking, etc. Exactement. Vous avez l'impression d'avoir été une enfant de l'amour? Moi, complètement, oui. Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est ce qui aide à supporter toute l'histoire, enfin, pour moi. Qui aide à supporter l'absence, qui aide à supporter la différence. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est le seul appui qu'on a, mais... Oui, je pense que c'est très important de savoir qu'on a été conçu dans l'amour. Ça, je pense que ça aide beaucoup à supporter toutes les brimades, le rejet, enfin... Oui, et puis il suffit de l'entendre une fois au détour d'une conversation qui ne nous est même pas adressée. Ça, c'est clair, quoi. C'est comme un soleil, quoi. Vraiment. Vous en avez voulu à votre maman, à un certain moment de votre vie, d'avoir été conçue dans cette situation? Non, j'ai pas l'impression d'avoir le droit de lui en vouloir. Après, le fait que... Mais quand on est petit, parfois, on est moins déjà, rationnel. Quand j'étais petite, j'y pensais très peu. C'est quelque chose que je fuyais et auquel je pensais pas. Enfin, pendant très longtemps, j'en ai jamais parlé, ni à mes copines, ni à personne. Enfin, J'ai bien la question du papa qui se posait, quand même. Oui, alors avec ma maman, tout était clair dès le début. J'ai toujours su d'où je venais, quoi. Et j'ai toujours su que mon père était marié, qu'il avait une autre famille, des enfants, une femme, avec qui il était toujours, avec qui il est toujours. Et vous connaissez? Je connais, lui, je le connais. Ses 3 enfants, j'en connais une. Il y en a une qui veut absolument pas me voir, qui me rejette en bloc. Et il y a un garçon qui a une indifférence totale vis-à-vis de moi. Donc, Une qui est contente d'avoir une demi-sœur. Oui, qui m'a rencontrée. Qui le refuse, et une autre qui s'en fiche. Voilà. Comment sortir du secret? C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. C'est à suivre juste après ce message de la rédaction. Vous êtes un homme excessivement romantique et ça ne plaît pas aux femmes. Les hommes romantiques vous font craquer. Vous ne supportez pas les hommes romantiques. Vous pensez qu'un homme n'a pas à être romantique. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, toute une histoire s'intéressera aux accros à Internet. Ces jeunes se retrouvent pour jouer jusqu'à 48 heures d'affilée au sein de véritables marathons de jeux en réseau. Quand on passe plus de 14 heures devant un jeu vidéo, bien évidemment, il est très difficile de parler de passion. On parle plutôt évidemment de drogue, au point de ne plus vouloir avoir de vie sociale ou quoi que ce soit d'autre. Nous recevrons aussi Olivier, cyberdépendant dont la vie se résume à son écran d'ordinateur. Moi, la première chose que je fais impulsivement, c'est venir sur l'ordinateur pour savoir où on est un peu le monde virtuel durant le laps de temps que je l'ai quitté, à savoir entre 3h et 10h du matin. Je suis un petit peu occupé là pour l'instant.
Nous parlons aujourd'hui des enfants issus d'une union taboue et plus particulièrement de secret. Pourquoi a-t-on besoin de sortir du secret quand on est né dans le secret? On va voir ça avec Sébastien. On voit ça également avec tous nos invités et avec Julie. Vous êtes la maman, j'imagine, non? Oui. Parce que vous avez les mêmes yeux. Donc, c'est Martine. Vous avez volontairement donc, eu 2 enfants, donc Julie puis sa petite sœur, avec 2 hommes qui étaient mariés. C'est une question de quoi? Pourquoi vous avez fait ces choix-là? C'est l'amour. J'ai pas d'autre raison à donner. Vous aviez envie d'avoir des enfants? On avait envie. En ce qui concerne Julie, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était une très grande histoire d'amour, merveilleuse, que je souhaite à tout le monde. C'était extraordinaire. Enfin, ceux qui connaissent ça vont me comprendre. Enfin, moi, j'avais déjà été maman 2 fois, donc c'était pas un désir d'enfant comme certaines femmes peuvent avoir. Julie est née en plus pour mes 30 ans, à peu près jour pour jour. On m'a dit, on peut pas te faire un autre cadeau, tu t'es fait le plus beau. C'est vrai que Julie, je la vois maintenant, vous la voyez tous. Moi, c'est ma fille aînée. C'est un bonheur total. Enfin, c'est le prolongement de moi, c'est mon avenir. Et j'ai 2 grands-fils qui ont 27 ans, 25 ans, qui sont aussi très bien. Enfin, je veux dire. En plus, elle a marché très bien à l'école. Elle a eu le bac à 16 ans et les poussières. Elle fait des études de cinéma en ce moment. Elle a plein de l'avenir devant elle. Je conçois que son histoire était difficile. Ouais. Cela dit, aujourd'hui, son père et moi, on se parle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de conflit. Oui, mais enfin, on peut s'appeler quand même. Je veux dire, maintenant, elle est installée dans son appartement. Son papa l'aide. Moi, je l'aide quand je peux. Bon, j'ai pas des gros moyens, mais enfin, je l'aide quand même un petit peu. Bon, c'est un peu le loisir. Son père, c'est le quotidien. Mais enfin, je ne l'ai pas violé, son père. Enfin, il n'est pas là pour en parler, c'est difficile. Mais je veux dire, j'étais bien jeune, j'avais 28 ans, il en avait 42. Et il est tombé amoureux. Bon, la crise de la quarantaine, hein. Faut pas chercher plus loin. Moi, j'avais divorcé, j'avais 2 enfants sous le bras, j'avais un salaire de secrétaire, c'était difficile. La première chose qu'il m'a fait, c'est me remplir le fioul pour me chauffer, parce que j'ai passé 2 années sans chauffage avec mes fils. C'était l'épaule. Et l'amour, visiblement. L'homme gentil. Oui, au début, c'était construit. Enfin, je veux dire, une belle histoire d'amour qui se construit, c'est encore meilleur. Enfin, c'était vraiment, quand Julie a été faite, c'était vraiment... On devait poursuivre notre vie ensemble. Son épouse a pris une grande maladie, donc je suis partie. Avec Julie, petite, je suis partie. Ça a été difficile pour moi. Vous n'êtes pas partie, vous n'habitiez pas ensemble. Enfin, non, mais vous l'avez quitté, quoi. Voilà. Mais le père de Alice... Oui, peut-être que Julie d'abord peut répondre sur son histoire. Vous la connaissez, la femme officielle de votre papa? Oui. Quelle relation vous avez avec elle? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, je crois, la première fois, j'avais environ 10 ans. J'ai passé une semaine chez mon père, donc chez elle. Ça s'est bien passé, c'est quelqu'un de très court. Elle est très courtoise avec moi et très polie, vraiment gentille même. Mais je sais par mon père que je suis une vraie douleur pour elle, quoi. Que je représente une souffrance terrible. Vous ou votre mère? Moi, mon existence. Parce qu'avec ma mère, c'est fini, puis ça a duré 4 ans dans les années, de 84 à 87. Donc c'est du passé, quoi. Mais moi, j'existe et moi, je suis le témoin à jamais que cette relation a existé. Mais mon père me racontait que c'était tendu chez lui pendant quelques jours, dès qu'elle savait qu'on allait se voir. Mais là, vous ne me surprenez pas vraiment, quand même. Hein. Oui. Mais tout ça pour dire que... Il y a même peu de femmes qui supporteraient une situation comme celle-ci. Pourquoi est-elle restée? Oh, je me sens cynique avec votre petit... Pas du tout, non, mais... Non, pas du tout, alors pardon. Cette question, elle est terrible, quoi. C'est ça? Pourquoi ces femmes acceptent? Parce que c'est douloureux pour elles, je veux dire. C'est humiliant. Sachant en plus que moi, franchement, je jure sur la tête de mes enfants que je les tirais pas à moi, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est la vie, c'est la malchance pour leurs femmes. Vous avez culpabilisé, vous, madame, de faire ça? Non, pas du tout. Jamais. Parce que moi, je suis pas une salope, enfin, ça c'est clair. Même si ça fait rire les gens, j'avais de la peine. Mais eux, le père de Julie, ça a été loin, parce qu'un jour je l'ai quitté, on a eu quand même des violences. Enfin, il ne voulait pas du tout entendre parler que je le quitte, quoi. Mais ce que tu comprends pas, maman, c'est que pour toi, ça reste un bon souvenir d'avoir vécu des aventures comme ça et c'est ce genre d'histoire. Sauf que moi, le fait que c'est un bon souvenir pour toi, c'est ce à quoi je me raccroche. C'est la seule chose qui est positive pour moi et la seule chose qui peut me faire avancer. C'est dans la balance, c'est la seule chose qui est positive. Donc,
Mais je suis une privilégiée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants avec des hommes mariés et c'est pas comme toi, c'est pas voulu vraiment. Moi, c'était vraiment un fruit d'amour, Julie, des deux côtés, quoi. Quand vous dites la seule chose positive, ça veut dire qu'il y a beaucoup de négatifs? Tout le reste est négatif? Il n'y a pas grand-chose de positif, quoi. Enfin, moi j'essaye c'est ma nature, j'essaye de voir les choses positives, donc super, ça m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit, ça m'a appris la tolérance. Mais bon, à côté de ça, il y a plein de choses dans ma vie qui sont bancales maintenant, quoi. C'est-à-dire difficile de se construire? C'est difficile de se construire. Moi, j'ai... De faire confiance aux hommes? Déjà, ça c'est même pas... ça, Vous aussi, madame? Ben oui, moi je sais que... Moi, je me suis construit un monde virtuel, idéal, dans lequel l'amour était sublimé. Et quand la vie m'a tirée de ma bulle pour me confronter à la réalité, j'étais complètement chamboulée. Qu'est-ce que vous comprenez de l'histoire de Julie, de ce qu'exprime Julie aujourd'hui? Ben, je comprends très bien que c'est difficile, qu'elle a mûri avant l'âge, quoi. Voilà, la vie l'a mûri. Et j'espère qu'il n'y aura pas dans sa vie de femme, qu'il n'y aura pas d'incidence dans sa vie de femme. Voilà. Quel âge avez-vous? 19 ans. Parce que ça moi, me paraît impossible que ça ne déteigne pas dans ma voilà, propre exactement. C'est pas non plus obligatoire. Moi, j'attends que ça n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas eu de secret, il y a eu de l'amour. Votre père, vous le connaissez, il s'occupe de vous, donc il y a quand même une reconnaissance. Alors cette souffrance, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que vous recherchez, quoi? Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Ce qui me manque, c'est l'histoire avec mon père. Parce que mon père, je le vois régulièrement depuis 3 ans. Et pendant tout un temps, vous l'avez pas vu? Il n'y a pas eu avant? Pendant très longtemps, je l'ai vu donc une fois à mes 10 ans. Alors, au début, si j'ai bien compris, au tout début, c'était assez intense, entre 84 et 87, vous disiez? Environ. Environ? Oui. Vous êtes dans quelle année? Je suis née en 87. Oui, d'accord. Oui. C'est-à-dire, peu de chance qu'elle s'en souvienne. À la naissance de Julie, il fallait choisir, quoi. Il fallait qu'il divorce ou pas. Moi, j'avais 30 ans, je ne voulais pas rester une mère comme ça dans ma famille, mon milieu, ça ne se faisait pas. Et donc, il a voulu divorcer. Et puis, sa femme est tombée malade d'un cancer. Donc, moi, j'ai choisi d'abandonner parce que je ne me voyais pas prendre cette femme à ses enfants. Enfin, c'était pas possible, quoi. Moi j'ai 5 enfants, je suis très maternelle. Je voulais pas faire du mal, laisser de la saleté. Il y en avait déjà quand même un peu, alors ça suffisait, quoi. Comment réagit votre maman, qui vous a eu mineur, Sébastien, quand vous avez réussi? Là, vous avez fait des enquêtes, vous avez été à droite, à gauche, passé des coups de fil, etc. Vous l'avez observé. Vous avez finalement été à son contact. C'est le fait de l'accouchement sous X, ça. C'est le fait de l'accouchement sous X. Oui. Finalement, vous êtes retrouvé chez elle. Comment vous avez créé le premier contact avec elle? Qu'est-ce que vous avez voulu lui dire? Eh ben, je voulais lui dire que je lui en voulais de rien du tout, simplement, et que je la remerciais de m'avoir mis au monde. Mais bon, pour ça, je l'ai mûri et ma quête m'a permis justement de réfléchir à tout ça. Par contre, j'ai débarqué dans sa vie comme ça, de façon relativement brutale, puisque... Enfin, toujours est-il... Je l'ai localisé. Une fois localisé, j'ai pris du temps pour essayer de savoir comment l'approcher, justement. Et j'ai contacté des gens de sa famille, puisque j'avais un nom que je cherchais depuis des années. Et une grande-tante m'a dit, mais va la voir, puisqu'elle est descendue la voir pour lui parler, pour lui dire que son fils la cherchait, son fils qu'elle avait abandonné. Et la première réaction, elle s'appelle Arlette, la première réaction d'Arlette a été de dire mais pourquoi il n'est pas venu me voir directement? Ce que j'ai fait évidemment quand j'ai entendu ça. Elle vous avait eu, elle était mineure, premier tabou. Elle vous a vu avec un homme noir, deuxième tabou à l'époque. Exactement. Quand elle vous a vu en face d'elle, est-ce qu'elle vous a dit oui? Elle m'a dit c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui a pris mon nom. Mais bon, c'était plein d'émotions, c'était aussi plein de pudeur, donc on se vous voyait évidemment. Et je lui ai dit que moi, je savais que c'était elle, puisque j'avais fait 10 ans d'enquête. Et je savais aussi qu'elle ne pouvait pas le dire. Et elle m'a dit, ah ça oui, je ne peux pas le dire. Donc ça m'a suffi. Et puis avec ces mots, elle m'a expliqué qu'on se retrouverait quand sa mère ne sera plus là. Tout en disant que ce n'était pas elle, toujours. Et puis elle m'a... Avec quel type de relation avec vous?
en termes d'affection Ah ben, donc elle essayait même de me prendre le bras. Enfin, c'était assez étonnant. Vous touchez ? Oui. Il y avait ce côté. Et puis elle avait des questions de mère, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes heureux dans la vie ? Qu'est-ce que vous avez ? Enfin, voilà, c'était assez étonnant. Et puis bon, ça passait assez vite parce que c'était sur le pas d'une porte et que je voulais pas la déranger. Donc voilà, elle avait. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de rencontrer votre mère dans votre vie ? On se pose la question de savoir aujourd'hui comment grandissent les enfants qui sont issus d'unions tabous ou interdites, au sens où la société les interdit. Ça change tout. Ça change tout parce que dis-moi d'où tu viens, je te dirai où tu vas. Quand on est né sous X, on n'a rien. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai où tu vas. Nouveau pour moi, je ne la connaissais pas, celle-là, pas mal. Bah, pour moi, c'est tellement important. Non pas la filiation, non pas le fait de... Moi, je ne cherchais pas un père, je ne cherchais pas une mère. Ça veut dire quoi, cette phrase que vous nous avez dite en préparant cette émission ? Ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'elle vous a protégé, qu'elle vous a donné le moyen de pouvoir grandir dans des bonnes conditions ? C'est ce que j'ai compris, oui, par la suite. C'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'on m'a fait comprendre aussi. C'était très compliqué pour elle, un milieu très peu épanouissant. Elle souffrait elle-même de plein de choses pendant sa vie. Je suis pas Quand vous dites ça, je pense forcément à Laurence, quoi. N'est-ce pas, Laurence ? Oui. Vous n'avez pas eu cette chance de pouvoir être aimée, ne serait-ce que par une autre famille ? Oui, moi j'aurais préféré. J'aurais préféré qu'elle m'abandonne. Sébastien, comment vous avez retrouvé votre père ensuite ? C'est votre mère qui vous a aidé à retrouver votre père ? Non, elle m'a pas aidé, elle m'a aiguillé. C'est à nouveau les experts. Elle m'a aiguillé, et puis ensuite, oui, tout à fait, oui, c'est une enquête de proximité. Dans quel coin c'est les... À Cannes. À Cannes, non, c'est pas les experts Miami, c'est les experts Cannes. D'accord. Voilà. Bon, c'était facile, ça se passait sur la Croisette, donc ça limitait le champ d'action, et puis voilà, ensuite, c'était vraiment une enquête de proximité. J'ai questionné les gens de couleur que je croisais, et par hasard, oui, complètement par hasard, je suis tombé sur la bonne piste. Enfin, ça s'est fait vraiment... Vous posiez quelle question ? Bonjour monsieur, ça fait longtemps que vous êtes là à Cannes. Voilà, je cherche un homme qui s'appelle puisque j'avais son nom depuis quelque temps. Est-ce que ça vous parle ? Voilà. Puis, effectivement, il y a très peu de gens de couleur. En plus, il était logé sur la Croisette. Donc, oui, à l'époque, j'entends, bien sûr. Donc, voilà, et je ne sais plus la question. La question, c'est est-ce que vous l'avez retrouvé directement ou c'est quelqu'un qui vous a mis en contact avec lui ? Je l'ai retrouvé, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont ses amis donc, qui ne l'avaient pas vu depuis très longtemps, mais qui l'avaient côtoyé à l'époque, qui m'ont dit oui, il y avait un homme qui s'appelait très bien, il était logé au Miramar sur la Croisette, on s'en rappelle, maintenant on ne sait pas ce qu'il est devenu, on va vous aider. Et en 3 jours, ils l'ont localisé, voilà. Et donc ensuite, Alors après, c'est là aussi, vous avez sorti les... Non, c'est bien avant. C'est bien avant, parce que... Pourquoi les jumelles c'est-à-dire que c'est très compliqué quand on fait une quête d'identité, une quête d'origine. Moi, je suis arrivé à la DAS de Nice, on m'a dit, monsieur, il n'y a rien dans votre dossier. Donc voilà, vous êtes né sous X. Et puis petit à petit, j'ai appris qu'il y avait tout dans mon dossier. Le nom de ma mère et l'histoire concrète. Simplement, ils voulaient m'épargner ça d'entrée ou ils voulaient voir ma motivation aussi. Donc ça a mis quelques mois. Et puis après ça, on m'a fait une histoire avec donc la personne que j'ai rencontrée m'a dit voilà, avec mon expérience de femme qui accompagne les mères qui abandonnent, avec ce que j'ai dans votre dossier, je vais vous raconter votre histoire. Par contre, je ne peux pas vous donner le nom, sinon je vais en prison, c'est la loi. Voilà. Et par la suite, avec ça, j'ai eu des lieux, la pouponnière, l'hôpital, etc. Et puis l'administration a décidé qu'on ne pouvait pas me donner le nom de ma mère, alors qu'il était dans le dossier. Donc c'était un vrai accouchement sous X. Du coup, je n'avais que ce moyen-là pour trouver, en gros. Le personnel qui était en face mode disait qu'il ferait exactement ce que j'étais en train de faire, donc ça m'a aidé. Ils m'ont vraiment soutenu. Et du coup, voilà, je suis descendu au bout de 4 ans où j'en ai eu marre, où en plus on m'avait parlé d'une histoire d'amour toute simple, et puis finalement on m'a dit qu'il y avait éventuellement violence, il y avait des mots à interpréter, parce que... Bon, Quand vous avez retrouvé cet homme alors ? Vous lui avez dit, je suis probablement votre fils ? Non, je lui ai demandé des précisions, c'est-à-dire comme j'avais des éléments sur lui, je voulais être sûr que ce soit lui, donc... C'est pour ça que vous ne vouliez pas les choquer, quoi, en tout cas ? Oui, complètement, parce qu'on n'arrive pas comme ça dans la vie de quelqu'un, en disant, voilà... Et puis, je ne cherchais pas un père, donc il n'y avait pas de souci. Chercher des racines. Exactement, je suis métisse, j'ai été élevé dans un lycée breton où tout le monde est blanc, j'ai des cousins blonds aux yeux bleus, donc fatalement, il y a un Nos ancêtres les Gaulois, comme dirait l'autre. On se pose des questions, on a envie aussi d'y répondre. Moi, à chaque fois qu'on me demandait d'où tu viens, j'étais obligé d'inventer au bout d'un moment, parce qu'on n'a pas toujours envie de dire. Vous disiez quoi ? Des fois, je disais que je venais de Martinique, parce qu'on m'a toujours dit ça, donc voilà, pour moi j'étais martiniquais, point, ça stoppait. Mais en fait, je savais que c'était pas ça au fond de moi. Pas antillais, africain. Complètement. Ouais. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous écoute de coulisses depuis le début de cette émission, il s'appelle Francis. Francis, bonjour. Vous avez désiré de témoigner de façon anonyme. Vous êtes un enfant l'enfant d'un prêtre, l'enfant d'un homme d'église. Vous dites que c'est toujours très mal vu, encore aujourd'hui. Et comme vous êtes à la recherche d'un emploi, vous craignez que votre histoire vous nuise dans cette quête d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit aujourd'hui ? Votre femme est avec nous, elle est dans le public, elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Elle pense que vous devriez en parler, que vous devriez assumer. Au regard de tout ce qui a été dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ?
il y a plusieurs cas. Dans la plupart des cas qui ont été, l'enfant a été un petit peu bousculé. Je repense à cette femme qui est issue d'un papa soldat allemand, où sa grande difficulté a été dans le milieu où elle a vécu. Moi, c'est exactement le contraire. J'ai été peut-être très privilégié parce que j'ai eu la chance de... Vous habitiez dans l'église? Vous avez grandi dans le presbytère? Oui, pardon, c'est pas l'église, excusez-moi. Oui, presque, puisque c'était à côté. Comment vous appeliez votre papa à l'époque? Alors, je l'ai appelé très longtemps tonton, et c'est adolescent que j'ai commencé à l'appeler papa. Catherine, comment Francis vous a présenté sa situation parentale? En fait, on était étudiants à ce moment-là, donc il en a parlé et c'était presque comme une plaisanterie. Enfin, je veux dire, ça paraissait pas grave, moi ça m'a surprise. Donc en fait, même la première fois où j'ai rencontré mes beaux-parents, je savais tout à fait la situation. Mais bon, c'était très léger. Disons qu'il n'approfondissait pas. Et encore maintenant, autant d'années après, il y a plein de choses que nous ignorons, mes filles et moi. Est-ce qu'on peut grandir comme ça, véritablement se construire dans l'ignorance? Non, moi, je sais que non. Bon, à l'époque, quand j'ai rencontré mon mari, je ne le pensais pas, parce que quand on est jeune, on pense que tout est toujours possible et que l'histoire des parents, c'est une chose, mais qu'il y a la nôtre. Maintenant, avec les reculs, je sais qu'il ne s'est pas construit, il n'est pas terminé, moi je dis. Hein. Il n'est pas terminé? Il n'est pas terminé. Non, il s'est passé quelque chose, il n'arrive pas à se construire au niveau social. Il aura 51 ans samedi. Il n'a pas de copains et il se cherche, il a des problèmes d'identité. Vous pensez qu'en parlant, en parlant en pleine lumière... Écoutez, je ne sais pas si pour lui ça lui sert, mais en tous les cas, pour moi, oui. Francis, parce qu'il fait... vous en pensez quoi? Qu'est-ce que j'en pense construire? Je crois j'ai été construit d'une certaine manière, tout simplement parce que au tout début, je n'ai pas eu à le dire. Tout simplement parce que tout le monde le savait dans le petit cercle régional, dans les villages à l'école. Les adultes savaient, mon père étant quand même le prêtre, c'était un notable, je vivais avec ma mère avec lui. Tout le monde savait, personne ne le disait, mais tout le monde savait? Tout le monde savait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous interdit de le dire? Qu'est-ce qui vous empêche, pardon? Parce que rien ne vous interdit, qu'est-ce qui vous empêche de le dire? C'est tout à fait ce problème-là. Il a commencé un petit peu, moi j'ai commencé à le percevoir, parce qu'il y a deux combats. Il y a le combat des enfants, le combat des parents. Vous n'en voulez pas de ma question, hein? Donc moi, tant pis, je réponds. C'est ça, vous ne répondez pas. Vous répondez pas. C'était Georges Marchais qui disait ça. C'était d'ailleurs assez amusant pendant les débats politiques. C'était, écoutez, monsieur le journaliste, vous êtes venu avec vos questions, je suis venu avec mes réponses. Hein, donc, Oui, alors. Pas grave. Vous êtes libre. Il faut que ah non, il ne faut pas, vous êtes libre. Tout simplement, j'ai vécu deux combats, le mien et celui de mes parents. Et mes parents se sont battus tout simplement pour faire reconnaître le mariage des prêtres avec celle qu'ils aimaient. Oui. Voilà. Et vous Et moi, par derrière, pendant un moment donné où, à l'extérieur, l'Église on a pensé qu'elle allait reconnaître un petit peu ce cas-là, et puis finalement, ça n'a pas été reconnu. Aujourd'hui, l'Église, avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui sont croyants et pratiquants, a moins d'influence dans la société qu'autrefois, vous me l'accorderez. Tout à fait d'accord, hein, absolument. Et vous pensez que ça peut encore choquer quelqu'un dans votre quête de recherche d'emploi, de dire que vous êtes un fils de prêtre? Dans l'emploi, il y a beaucoup de caractère religieux dans les employeurs que je pourrais rencontrer. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis dans le domaine de la santé. Je cherche parmi les pharmaciens. Qu'en pensez-vous, madame, vous? Bon, par rapport aux employeurs, ça, je ne dirais rien. Hein, il y a tellement d'autres choses à dire. Je voulais peut-être répondre à la question à laquelle mon mari n'a pas répondu, en fait. Pourquoi il faudrait peut-être qu'il en parle. Il a vécu, en fait, pendant
plus de 20 ans dans le non-dit. Je crois que ça, c'est important. Et quand je parlais de construction, c'est ça aussi qu'on retrouve chez les autres personnes. Quand il y a un non-dit, il y a des choses qu'on esquive, qu'on ne dit plus. Bon, lui, il changeait d'école si ça se savait. Il a changé de région quand mes beaux-parents se sont mariés. Il avait 17 ans. Il a changé de nom aussi à ce moment-là. Donc, ça a été difficile pour lui, mais il ne l'a pas senti tout de suite dans l'immédiat. Je crois qu'il a un caractère assez facile et qu'en fait, bon, il s'est laissé porter par une vague. Et c'est vraiment après, avec le temps, que ce problème d'identité. Mais il n'en est pas encore au stade de se dire « il faut que je le dise ». Est-ce que c'est important qu'il dise qu'il est enfant de prêtre ou peut-être maintenant qu'il apprenne à vivre ce qu'il est lui? Donc je ne suis pas psy, je suis que son épouse. Vous voulez dire un mot là-dessus, sur grandir dans le non-dit? Et je pense à cette histoire, mais je pense à tous ceux qui nous regardent aussi, qui sont entre les deux. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il a pu avoir des problèmes d'identité, puisqu'il n'a pas pu dire, on lui interdisait de dire finalement qui il était véritablement. Donc lui, en tant qu'enfant petit, il ne savait plus très bien qui il était. Parce qu'entre le discours des adultes et ce qu'il pouvait pressentir, il y avait manifestement un décalage énorme, et donc c'est très très compliqué pour lui de savoir qui il était. Et maintenant, je crois évidemment que ce qui le soulagerait, puisque c'est un adulte, c'est plus un petit enfant, ça serait effectivement de dire qui il est. Qu'est-ce que vous comprenez de toutes ces difficultés qu'il a justement à le faire aujourd'hui? Parce qu'il faut respecter chacun dans ses prisons intérieures. Je crois qu'il est encore dans la loyauté par rapport à ses parents. C'est ça, Francis? Oui, parce que ce sont mes parents. Ils s'aiment, ils se sont aimés. Ils m'ont aimé, ils ont voulu m'aimer. Mais vous savez, moi je crois que vous n'allez pas les trahir maintenant en disant qui vous êtes. Parce que les choses ont évolué, la situation a évolué. Est-ce qu'il fera du mal à ses parents en se montrant en visage découvert ici ou ailleurs? Non. Vous croyez qu'il leur faut Je voudrais juste intervenir, excusez-moi. En fait, c'est un sujet qu'on ne peut absolument pas aborder avec mes beaux-parents. D'accord. Donc il est dans la loyauté. Il y a énormément de tensions autour de ça, et ils nous en veulent même de ne pas participer à leur propre combat actuel qui finalement maintenant nous passe un peu au-dessus de la tête, il faut quand même dire ce qui est. C'est trop lourd pour vous, madame. Voilà, donc on ne les voit pas. Ah bon? Et mes filles ne voient pas leurs grands-parents non plus, donc... Je me tourne vers Josiane, peut-être qu'on va trouver une forme de solution. À l'âge de 13 ans, vous avez décidé d'écrire une lettre à votre père, allemand. Votre maman, vous avez donné ses coordonnées? Comment vous avez... pas du tout. Non, vous avez recherché par vous-même? J'ai trouvé tout à fait par hasard une lettre dans une boîte à chaussures. Parce que comme j'étais très gourmande, j'allais toujours à la chasse aux sucreries. Et donc, dans les boîtes à chaussures? Oui, parce que ma mère, selon ses moyens, achetait quelquefois des friandises et elle cachait soigneusement. Alors je fouillais partout. Et donc, j'ai trouvé cette lettre dans une boîte à chaussures. C'était une lettre qui avait été écrite par une dame française établie en Allemagne, qui avait écrit au nom de mon père. Je ne me souviens plus, parce que la lettre était peut-être là depuis longtemps. Donc, j'ai relevé l'adresse au dos de l'enveloppe et j'ai écrit à cette dame. Réponse? Réponse, mon père, un mois après, j'ai vu mon père arriver. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Mais il était marié, père de famille en Allemagne, et donc on s'est vus 3 jours dans toute notre vie. Mais ça a Ces 3 jours ont été importants pour vous? Ou au contraire, ils ont ajouté à la frustration? Est-ce qu'il fallait le faire? Non, il fallait le faire. Il fallait le faire. Parce que on a gardé l'un et l'autre, je crois. C'était tellement profond, tellement intense que ça nous a suivis toute notre vie. Enfin, je suppose que lui également, il a eu le même sentiment que moi. Parce qu'il y avait la barrière de la langue, il y avait... dans les années 50, aller en Allemagne, c'était toute une expédition, et on ne voulait pas que notre histoire, qu'on s'écrive par l'intermédiaire d'une autre personne. Enfin, on voulait garder vraiment ces moments pour nous. Enfin, je suppose que lui, ça a été la même chose. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, en 2 mots? Le fait de mettre une tête sur votre papa? Ça m'a énormément apporté. À quel âge vous avez l'impression de rencontrer votre père pour la première fois? À 16 ans. Mais moi, j'ai toujours connu son visage, son prénom. Mais quelque part, ça... Enfin, avant 13 ans, j'en parlais jamais. Et moi, à l'entrée en seconde, donc j'avais 13 ans et demi, je suis partie en internat
Donc je suis partie de chez ma mère, je revenais que le week-end. Et alors qu'avant, j'en parlais jamais, d'un coup, je me suis mis à en parler à tout le monde. Dès que j'avais l'occasion d'en parler, ça libère. Presque de façon brutale et choquante Il fallait que ça par sorte, rapport aux autres. Ouais. Et c'était une façon de dédiaboliser quoi, l'histoire. Mais ta mère t'en a parlé dès ton plus jeune âge. Oui. Oui, de ton père. Ouais. Et finalement, le plus difficile, c'est d'essayer de le connaître et de le rencontrer à 16 ans. Et il y a 3 ans, moi, ça me paraît, c'est une montagne. Et quelque part, bon, il y a 3 enfants du côté de mon père. Et quelque part, heureusement qu'ils ne veulent pas tous me rencontrer parce que c'est tellement d'investissement, ça remue tellement de choses que si je devais choisir et que tout pouvait s'arrêter et que je connaisse juste leur existence, qu'ils sachent la mienne et... oui, bon, serait plus simple. On n'a pas tous le même... Ouais. Laurence, vous avez eu la chance de connaître de votre père, vous? Le vrai, non. Le vrai? J'aimerais bien. Vous n'avez jamais réussi à le rencontrer? Vous avez essayé de le trouver? Par des annonces, mais comme je ne sais pas exactement qui il est... Vous avez toujours votre maman aujourd'hui? Parce qu'il est... Non, elle est morte il y a... Je sais même pas. Longtemps? 3 ans, 4 ans, mais comme j'ai pas... Quand on m'a appris son décès, c'était comme si j'apprenais le décès d'une inconnue, donc... Mais j'aimerais connaître, oui, mais le temps est compté maintenant, parce qu'il a au moins, je sais pas, 80 ans, donc... Aujourd'hui, vous avez 53 ans, vous avez 4 enfants. Cette blessure d'avoir été la bâtarde, est-ce que c'est une blessure qui est enterrée? Ou est-ce que c'est J'ai de la chance dans ma vie, parce que j'ai un mari merveilleux, j'ai des enfants aussi merveilleux. Je leur ai un peu pourri la vie pendant pas mal de temps, à ressasser sans arrêt ça, à avoir des crises d'angoisse, des crises d'identité. Mais mon mari un jour m'a dit « Stop, ça suffit, mes enfants aussi ». Et vous les avez entendus? Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Je commence à écrire ma vie. Et c'est vrai que de l'écrire, de la lire, de la faire lire, de l'écouter, quand votre assistante me l'a relue, je me suis dit, mais c'est moi, c'est ma vie, et ça me permet de me reconstruire, pas de me reconstruire, mais de me construire. À travers votre histoire, je crois que, je sais pas, Julie peut-être peut mieux se projeter dans la sienne, se dire que mais elle est aimée par sa maman. Ah oui. Elle est aimée par sa maman. Moi ma mère m'aimait pas. Et par son père aussi. Par son père aussi. Et par son père aussi. Et néanmoins, Julie a l'impression qu'elle est fragile, qu'elle aura du mal. Elle a un manque de repères. Elle a un manque de repères. Et de repères, il y a peur. Ouais, mais ce qui est très douloureux dans l'histoire de Laurence, c'est quand même qu'il n'y a pas d'amour du tout. Voilà. Et néanmoins... Mais l'amour, je l'ai trouvé. Néanmoins, voilà. J'ai un mari, j'ai des enfants. Avant mon mari, quand j'ai eu mes 17 ans, quand j'ai été abandonnée, parce que moi j'appelle ça un abandon, hein, d'une certaine façon, j'ai fait une rencontre, une très belle rencontre, qui n'a pas duré longtemps, mais j'ai fait une très belle rencontre. Et Julie, vous imaginez avoir une vie stable, de femme, de mère plus tard Il faut. Difficilement, quand même. Il faut. Je sais pas. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, le fait que vous ayez autant de douleur et que finalement vous arriviez à dire aujourd'hui, j'ai rencontré un mari merveilleux. Moi, c'est quelque chose qui bon, déjà, je suis contente pour vous, mais qui en plus me... Vous ouvre les horizons. Ouais. Quand vous entendez votre fille dire qu'elle a du mal à s'envisager avant d'entendre cette histoire, de s'envisager stable sentimentalement, vous vous sentez un peu responsable? Oui, je pense que la vie qu'elle a eue, elle n'a pas été simple. C'est vrai que pendant des années, son père, il ne savait plus vraiment Noël, si c'était le 25 décembre ou le 29 décembre, quoi. Je veux dire, quand on est un enfant, on attend Noël. Il oubliait Noël. Il ne lui fêtait pas son Noël le 25 décembre. Parce qu'il pensait au Noël des autres? Il oubliait, et puis c'était pas facile pour lui de... les anniversaires, alors, non? Voilà, c'était pareil. Noël, les anniversaires, mais ça, c'est pas des choses qui me... Oui, aujourd'hui, tu le dis... Ça m'a plus fait bizarre le jour où, à je sais plus quel âge, j'ai reçu une chaîne en or avec un pendentif que toutes les années où j'en ai pas reçu, quoi. C'était par à-coup, de temps en temps, il y avait... Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'avec ma maman, les relations ont été très, très difficiles à cause de ça. À cause du fait qu'il n'y avait pas mon père, je pense, et que du coup, j'avais uniquement ma mère. On a eu des rapports très, très conflictuels, et aujourd'hui... Entre quel âge et quel âge? À partir du tout début de l'adolescence, donc vers 10-12 ans, mais vraiment très tôt, jusqu'à il y a même 1 an, c'était l'horreur à la maison, quoi. Mais c'est toi qui lui en voulais? Non, c'était pas vraiment à cause de cette histoire. Jamais on se disait pourquoi tu m'as fait de cette manière. Parce que ça, c'est quelque chose que je me permets pas de juger.
Même si, bon, moi, ça me pose des soucis. Ma mère, elle a fait ce qu'elle voulait. Et, c'est fait, ça sert à rien. Quand même. Mais en tout cas, on s'entendait. Enfin, on a eu vraiment des. Ma mère, elle a beaucoup de personnalité. Et, ça se voit. Ouais. Et moi, j'ai eu du mal à me faire vraiment une place. Donc des repères, comme je disais, un manque de. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julie pour conclure cette émission? Elle est toute jeune. Hein. Moi, j'ai 4 enfants. Elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. Elle a quand même elle n'a pas de repères pour certaines choses, mais il y a beaucoup d'amour. Il faut qu'elle fasse confiance. Et un jour, elle est toute jeune, elle va rencontrer quelqu'un. Elle va voir le clic. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, donc j'aurais pu abandonner tout ça. On me l'a dit tellement souvent que j'étais si jeune. On me le dira peut-être encore dans 10 ans. Ah, vous verrez un jour, on n'est plus le plus jeune à table. Hein. En tout cas, vous l'avez dit, Laurence vous ouvre des horizons en tout cas. Mais oui, mais et la conversation continue sur le site internet. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt. Merci, c'est l'histoire qui vous ouvre.